Bonjour, bonjour, bonjour. Merci d'être là avec nous aujourd'hui au Village Festival. Alors, on est là pour un événement très spécial parce que rendez-vous compte, cette année, c'est les 50 ans des Feux de l'amour. C'est quand même quelque chose. Et donc, on a voulu célébrer ça à Sérimania cette année avec le journaliste spécialisé série AVL, Alexandre Letraine, qui va nous faire le plaisir d'animer une conférence sur la grande histoire des soaps des États-Unis à la France. Et ça s'en suivra d'un fan club animé toujours par Alexandre sur les mystères de l'amour. Vous pourrez retrouver vos comédiens favoris. Voilà, donc passez un très très bon moment avec Alexandre et à bientôt. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être au rendez-vous sans faire de blind test. Est-ce qu'il y en a qui ont reconnu le générique? Sunset Beach, ouais, c'est un des soaps lancés sur TF1, ah ouais, une des connaisseuses, hein, entre 97 et 99. Alors comme on l'a dit, cette année c'est les 50 ans des Feux de l'amour. C'est aussi les 60 ans d'un autre soap qu'on connaît moins en France qui s'appelle General Hospital. Et c'est vrai qu'on avait envie de pouvoir vous expliquer dans les grandes lignes, résumer un siècle d'un genre. Je peux vous dire que c'était une gageure de le faire pendant 1 heure, surtout quand il s'agit de couvrir un peu des choses que vous connaissez, des choses que vous connaissez moins. La photo qui est là, c'est personne que je connais, mais c'est une dame qu'il faut connaître en matière de soap. C'est la papesse du soap aux États-Unis. Elle s'appelle Irna Phillips et on va en reparler tout à l'heure. Mais pour commencer, je voudrais vous ramener en France. On est en octobre 85, je ne sais pas qui était né à cette époque-là, j'en connais certains mais je ne les citerai pas. Le 14 octobre 1985, TF1 n'était pas encore une chaîne privatisée, elle était encore une chaîne de service public et elle décide de doper un peu son access. Elle va lancer un nouveau jeu qui s'appelle La Roue de la Fortune, mais elle doit aussi lancer un genre qu'on ne connaissait pas très bien en France, le soap, et elle va le faire avec un feuilleton qui normalement est très connu, qui a été parodié des milliers de fois, notamment par les Inconnus, avec un sketch qui s'appelait Sate Barbara, pour ceux qui s'en souviennent, dans les années 90. Et ce soap, évidemment, c'est Santa Barbara, qui est lancé donc le 14 octobre 85 sur TF1. Et on va essayer de se replonger un petit peu dans les souvenirs avec ce soap initié donc sur TF1. Santa Barbara qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. Santa Barbara, je ne sais pas. Je vais comme un bateau ivre en portant mes souvenirs. Santa Barbara qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. Santa Barbara. Et voilà donc pour le générique de Santa Barbara. 14 octobre donc 1985, quand la série arrive sur TF1, elle existe aux États-Unis depuis le mois de juillet 1984, le 30 juillet 84. Il faut savoir, petite anecdote, que quand la série arrive sur TF1, elle est diffusée par demi-épisode seulement. Les épisodes sont coupés en deux par la chaîne pour entrer dans le créneau de 19h30. Elle est donc lancée le 30 juillet 1984 et elle commence dans la série le 30 juillet 84. Une particularité du soap, c'est que l'action de l'épisode coïncide avec le jour dans lequel il se passe. Alors, on a un petit flashback au début de la série qui nous ramène 5 ans en arrière avec l'événement fondateur de la série, c'est l'assassinat de Channing Capwell Jr., qui est retrouvé assassiné. Il y a quelqu'un qui est accusé du meurtre. Tiens, quelqu'un se souvient qui est accusé de meurtre de... Qui ça? Bravo. Il va passer 5 ans dans la prison de Saint-Quentin à Los Angeles. Joey Perkins, qui était amoureux de Kelly Capwell, qui était jouée par Robin Wright Penn, enfin la future Robin Wright Penn,
qui ensuite s'est réconcilié dans les bras de celui qui va devenir son amoureux, Peter Flint. Tous les éléments du premier épisode sont posés grâce à ce chapitre-là. Et évidemment, Joey Perkins va essayer de découvrir qui a tué Channing Capwell Jr. Alors, on ne fera pas de spoil, mais il faudra attendre quelques 218 épisodes pour qu'on puisse découvrir l'assassin. C'est un rituel qui existe dans les soaps, générer l'attention du spectateur grâce à un meurtre. Alors évidemment, David Lynch va le reprendre à son compte dans Twin Peaks, avec le meurtre de Laura Palmer. Dans Sunset Beach, dont notre fan nous parlait tout à l'heure, c'est Dale Douglas qui est assassiné en début de feuilleton. Ça permet en fait de présenter tous les personnages, puisque tous les personnages se retrouvent avec un mobile pour avoir tué la personne. Et là, Channing Capwell, il y en a un paquet qui veulent le tuer, que ça aille de son frère Mason jusqu'à son père. La liste est très très longue et ça va même aller jusqu'à la fin de la série, puisque vers 1989, il va même revenir posséder sa sœur, Eden Capwell, pour se venger de celles et ceux qui l'ont assassiné. Voilà, les rebondissements n'en finiront pas. Il sera d'ailleurs, Joey Perkins va être aidé dans sa quête par un homme, enfin une femme plutôt. Il s'appelle Dominique au début de la série, avec une barbe et un chapeau. Et on découvrira plus tard qu'il s'agira de Sophia Capwell, sa mère qu'on croyait morte, noyée depuis des années. Voilà. Et qui, en fait, pour spoiler, c'est elle qui l'a tué parce que elle avait pas fait gaffe que c'est lui qui rentrait dans le bureau. Elle croyait que c'était son amant Lionel Lockridge et elle lui a tiré dessus par mégarde. Voilà, elle a tué son fils. Qui d'ailleurs n'était pas son fils puisqu'il a été échangé à la naissance. Voilà. Il s'appelait Burke, son fils. Je vous jure que c'est vrai. En tout cas, avec Santa Barbara, le public découvre un soap nouveau, moderne, avec des couples mixtes. Eden va se marier avec Cruz Castillo, qui est un acteur latino. Ils vont vivre une grande histoire d'amour. Et surtout, beaucoup de décors, tournage en hélicoptère. On est très loin des studios américains. Avec cette série, on découvre donc le genre du soap. Et on va remonter un petit peu en arrière maintenant. Je vous emmène en 1973. On est le 26 mars 1973, donc il y a quasiment 50 ans, jour pour jour. On est sur CBS et la chaîne lance un nouveau soap qui va arriver. C'est extrait vraiment du premier épisode de ce soap que vous voyez tous les matins maintenant sur TF1, Les Feux de l'amour. Alors ça saute peut-être pas aux yeux comme ça quand on écoute le générique, mais quand la série arrive sur CBS en 73, tous les autres concurrents disent on a un problème, c'est ultra moderne par rapport à tout ce qui existe. Je vous laisse imaginer à quoi pouvait ressembler le reste si on considère que Les Feux de l'amour, c'est la modernité. En tout cas, elle est lancée donc le 26 mars 73 et elle est due à un couple. Il s'appelle William, elle s'appelle Lee Philippe. C'est les époux Bell. D'ailleurs, vous connaissez peut-être, si vous suivez... Qui connaît Les Feux de l'amour, d'ailleurs, ici? Voilà. Ils ont leur fille qui joue dans la série depuis les années 70. C'est le personnage de Cricket, qui est la créatrice, la fille des créateurs du feuilleton. Et aujourd'hui, c'est leur fils, Bradley, qui dirige, qui dirige Amour, Gloire et Beauté aux États-Unis. Avec donc Les Feux de l'amour, c'est donc soit 50 ans d'histoire qui commencent à s'ouvrir. Et pourtant, quand la série arrive sur les écrans, c'était pas évident du tout. William J. Bell, qui a fondé la série, c'est un pionnier du genre et il a été formé, comme beaucoup d'autres, avec cette dame-là, qui s'appelle Irna Phillips. De son côté, Lee Phillips, c'est une animatrice de talk show aux États-Unis. Elle travaille notamment sur un talk show sur une chaîne locale de CBS à Chicago qui s'appelle The Lee Phillips Show. Elle a interviewé les plus grands, ça va du président Ford et Nixon, en passant par Lucille Ball, Judy Garland ou encore John Wayne. Et son émission est à la fois un lieu dans lequel on parle de sujets de société et en même temps on reçoit les plus grands. Et elle s'est intéressée à des thèmes de société. On verra que ça aura un rôle considérable pour la suite de la série. Elle va décider de s'arrêter
de faire cette émission pour se lancer avec son mari qui décide lui aussi de lancer son propre soap. Il faut dire qu'aux États-Unis, en général, vous commencez à faire vos armes en tant que scénariste sur un soap et puis ensuite vous partez en découvrir d'autres et fonder le vôtre. C'est ce qu'ils ont tous fait et ils ont été formés avec cette femme-là, Irna Phillips. Est-ce que quelqu'un connaissait cette dame? Vous l'avez déjà entendu ce nom ou pas du tout? Non, personne. C'est une dame qui est extrêmement importante, en tout cas à la télévision et à la radio américaine. Elle est aussi importante que des grandes pionnières comme Lucy Hall ou même aujourd'hui dans d'autres registres comme Shonda Rhimes, par exemple, pour le genre médical. Je vais vous les montrer quand même, notre couple. Les voilà. Ils pourraient jouer dans Les Feux de l'amour, ils ont un peu le profil. En tout cas, voilà, c'est une dynastie. Lui, il a été formé sur Des jours et des vies. Il a été formé, il a appris, il a même sauvé Des jours et des vies de l'annulation. Et c'est vrai qu'ils ont une passion pour ce genre depuis qu'ils sont tout petits, depuis qu'ils sont tout jeunes. Irna Phillips, c'est une dame qui évidemment est totalement inconnue chez nous. On va essayer de vous la mettre. Je vais vous montrer l'intérieur d'un décor de soap aux États-Unis. Là, c'est le ranch de Victor Newman. C'est évidemment un dispositif. Je sais pas si on m'entend, oui, c'est bon. Dispositif important, il faut qu'on puisse tourner rapidement, qu'on puisse avoir des plans resserrés. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure que le soap va évoluer, ils vont adopter un rythme de plus en plus soutenu pour que le soap se modernise. Puisque, évidemment, au départ, ça ne ressemblait pas du tout à ça. Vous allez voir, le soap ressemble plutôt à des programmes de radio. Et c'est d'ailleurs où ils sont nés au début des années 30. Ça, c'est donc le ranch de Victor. Voilà à quoi ça ressemblait le soap au début. Je vous ramène juste dans les années 30. Alors à l'époque, la télévision et la radio, ce n'étaient pas des lieux aussi modernes qu'aujourd'hui, je ne vous le cache pas. Les programmes de la journée étaient destinés aux ménagères qui restaient à la maison. Ces ménagères, des grandes sociétés, notamment de vente de lessive, ont considéré qu'il fallait transformer ces ménagères qui étaient à la maison en consommatrices. Et ils ont fait des études et ils se sont rendus compte que ces consommatrices, elles avaient besoin d'être diverties, mais d'être diverties de manière un peu... pas simplement avec de la musique, il faut leur raconter des histoires. Et donc, ce sont des grandes marques de lessive, notamment l'une qu'on connaît bien en France, qui s'appelle Procter & Gamble, qui est une société qui aujourd'hui... Leur logo, très sympa, c'est « On vous accompagne du berceau au tombeau ». Voilà, c'est-à-dire que ça va à la fois des couches pour enfants enfin voilà, le soin pour les cheveux. Enfin, il y a vraiment de très grandes marques. Ariel en fait partie. Enfin voilà, c'est un genre qui est très important. Et donc ils vont financer des programmes pour la radio. Et le petit nom qu'on va donner à ces programmes, c'est le nom de savon, de lessive. Et donc c'est le soap qui arrive évidemment dès 1930. Au début, c'est des genres qui sont ça rapporte pas beaucoup en vrai à la radio. C'est pas un genre très très populaire. Et puis petit à petit, les sponsors ils vont devenir prépondérants, c'est-à-dire qu'ils vont intervenir en disant ce qu'il faut dire ou pas dire, et ça va devenir un vrai genre. Et Irna Phillips, qu'on a ici, Irna Phillips, elle va lancer plein de séries dans les années 30, et en 1937, elle va en lancer une. Alors évidemment, il n'y a pas de reste de cette époque-là, mais cette série va avoir la particularité d'arriver à la télévision dès le début des années 50. Ça s'appelle The Guiding Light. Guiding Light, le phare, puisque au départ, c'était un révérend qui donnait des sermons au public américain, notamment pendant la guerre. Il va donner des sermons sur être un bon patriote, comment faire, et donnant des leçons de politique. Et donc, on va avoir le générique de Guiding Light au début des années 50 qui va arriver. Je vais vous montrer à quoi ça ressemblait. Vous allez voir, on a normalement tous les codes du soap. Alors, voilà évidemment Irna Phillips. 1901 jusqu'en 1973, elle disparaît l'année du lancement des Feux de l'amour. Et voici donc... Ah, et il y a une vidéo qui manque, j'ai pas de bol, hein. Décidément. Elle va arriver après. Eh ben non, elle veut pas venir. Bon, vous verrez pas le générique de Guiding Light. Mais grosso modo, ça commence par un petit pitch qui vous dit, voilà, Guiding Light, sponsorisé par la marque de soap, la meilleure marque de shampoing pour votre domicile, la meilleure lessive. Et ensuite, on vous lance le soap. Et on vous dit, voilà, vous êtes arrivés, c'est Guiding Light, le soap créé par Irna Phillips. Elle a commencé en 1937 à la télé et il s'est arrêté en 2009 aux États-Unis. 70 ans d'existence. Beaucoup de comédiens y ont fait leur preuve. Alors, petite anecdote, il y a un comédien qu'on connaît en France, puisqu'il a joué dans une série AB,
dans Les filles d'à côté, qui a joué dans Guiding Lights aux États-Unis, c'est Bradley Cole, qui était évidemment Daniel dans Les filles d'à côté, et qui a joué aussi, d'ailleurs, on le verra tout à l'heure, dans le premier soap français. Quelqu'un se souvient du nom de ce soap lancé à la télévision française dans les années 90? On va y revenir. Ça s'appelait... Comment? Ah non. Plus vieux. Non, plus vieux. Riviera. Si tant est qu'on ne considère pas que les séries AB soient des soaps, mais on en reparlera tout à l'heure. On va donc revenir à nos feux de l'amour. Je vous ai dit que notre ami William J. Bell, il n'a pas simplement sauvé des jours et des vies d'une annulation en mettant des intrigues complètement folles à l'intérieur. Il l'a fait en boostant ses intrigues et son cast. Et avec cette prouesse, eh bien, l'effet Lev a dépassé la maîtresse qu'il avait lancée, Irna Phillips, et donc forcément, il va avoir envie de lancer son propre soap. Et c'est un pote à lui, en fait, qui va tenter un coup de poker, c'est-à-dire qu'il va contacter les gens de chez CBS et il va leur dire, écoutez, William J. Bell, il a un super projet, on sait que vous êtes en recherche d'un nouveau soap, il a un super projet, voilà, il faut le prendre. Et CBS, ils avaient déjà été traumatisés de le voir partir à la concurrence. Ils vont se dire, on ne peut pas prendre le risque qu'il parte une nouvelle fois. Banco, on signe le soap. Sauf qu'à ce moment-là, il n'y a pas une ligne qui est écrite du projet. Il n'existe pas. C'est un coup de poker. Et son pote lui a dit, écoute, c'est simple. Tu prends le lit et tes enfants, tu les mets dans un avion, tu viens à Los Angeles et tu vas y rester jusqu'à ce qu'on ait un deal. Ils ont eu un deal. Et le problème, c'est qu'une fois que vous avez un deal, eh ben, il faut créer un soap. Et créer un soap, c'est pas comme créer une série juridique. Non, je dis ça pour... le créateur du code qui est là. Non, ça prend du temps, effectivement, parce qu'il faut façonner une quarantaine, une cinquantaine de personnages réguliers, et que ça prend, évidemment, beaucoup de temps, en tout cas pour... Mais CBS va donc y croire, elle va proposer ce projet, et évidemment, il s'appuie aussi sur la popularité à la fois de William J. Bell, de son épouse, et ils vont en faire un projet phare qui doit arriver donc en 1973. Ils vont donc s'enfermer dans un hôtel à Los Angeles et ils vont poser le projet sur le papier, développer les personnages sur le long cours. Et en quelques semaines seulement, ils vont lancer un dossier de 60 pages qui contiendra ce qu'on appelle la Bible de la série. À l'époque, le projet ne s'appelle pas encore The Young and the Restless, qui est le titre original des Feux de l'amour. La page d'en-tête dit juste un nouveau soap lancé par William J. Bell et Lee Philip Bell. Et ce document présente dans ses 10 premières pages de quelle manière leur série va être différente des autres, rien que ça. Pour Bill, son expérience dans le genre lui a appris une chose, c'est hyper important que le public s'attache aux personnages, même si tout paraît complètement dingue à l'intérieur. Tant qu'on croit aux personnages, ils peuvent vivre des expériences que vous ne vivriez pas dans votre vie. On peut y croire, ça s'appelle la crédibilité face au réalisme. En France, on considère que le réalisme doit souvent primer. Eux, ils parlent de crédibilité. En gros, si vous êtes confronté à une situation bigger than life, si vos personnages réagissent comme vous pourriez réagir, le public, normalement, peut être amené à croire. Pour William J. Bell doit être, et là je le cite dans les mémoires qu'il a écrites, une forme d'évasion dans laquelle le spectateur peut s'impliquer profondément dans la vie de certaines personnes très stimulantes et provocantes qui vont oser vivre un style de vie que nous, on ne vivrait pas. Pour Bill, la clé du succès, c'est que l'alchimie doit se créer au fil du temps avec les personnages. Et c'est là-dessus qu'évidemment, ils doivent travailler quand ils veulent créer un soap. Et c'est vrai que les soaps, je le disais, ils ont beaucoup évolué dans le temps. Quand ils arrivent à la télévision dans les années 50, ils ressemblent peu ou prou à de la radio filmée. C'est-à-dire qu'on a nos personnages, on les filme, il y a peu d'effets, il y a peu de chants contre chants, comme on dit, il n'y a pas beaucoup de musique. Enfin voilà, ça reste assez didactique. Et petit à petit, les soaps vont essayer de prendre la forme qui est la leur et de se dégager du modèle de radio. D'ailleurs, ce n'est pas les seuls genres, il y a d'autres séries qui vont arriver de la radio pour arriver à la télévision. Le western en fait partie, avec Gunsmoke par exemple, qui va arriver à la télévision, qui est lancé à la radio d'ailleurs, et la voix de Gunsmoke à l'époque, c'est un acteur qu'on connaît bien puisqu'il va être star de série, il s'appelle William Conrad, et il sera le héros de séries dans les années 80 comme Canon ou encore comme La Loi et la Loi, et il a commencé effectivement comme star de western pour la télévision, pour la radio. Et donc dans les années 50, le soap arrive. Et puis petit à petit, les sponsors vont être un peu dégagés parce que c'est vrai que c'est un peu contraignant d'avoir des sponsors qui vous disent ce que vous pouvez dire et pas dire. Et petit à petit, les soaps vont de plus en plus passer sous le contrôle
des chaînes de télévision. Ça, c'est dans les années 50, 60. Vous allez avoir deux écoles. Les soaps qui continuent d'être produits par des marques de lessive, qui sont purement et simplement des soaps, et puis des studios indépendants qui vont produire des soaps, et enfin, les chaînes de télévision qui vont prendre le contrôle sur les soaps. Et c'est à partir de là qu'ils vont se rendre compte que les soaps, c'est vachement rentable, parce que ça coûte pas cher et ça rapporte beaucoup. Et c'est là aussi qu'on va se dire que peut-être, dans les soaps, il y a des choses à regarder qui peuvent servir pour les séries de prime time. Et on y reviendra tout à l'heure. Mais sachez qu'en tout cas, quand on parle du soap, les séries qu'on regarde aujourd'hui, elles ne ressembleraient pas à ce qu'elles étaient aujourd'hui si elles n'avaient pas eu l'impulsion de ce qu'il y a dans les soaps. C'est-à-dire le côté, vous suivez des personnages de long cours, et en fait, les personnages, quand ils vivent quelque chose, ils s'en souviennent l'épisode d'après. Si on tire sur un personnage, qu'il est dans le coma pendant tout un épisode, dans la plupart des séries policières, l'épisode d'après, tout le monde a oublié. Dans le soap, il s'en souvient, le traumatisme est exploité, et on le traite comme ça tout au long des épisodes. Des fois même, ça dure pendant 1 an, 2 ans, voire même 10 ans. On verra, il y a des choses faites dans cette optique-là. Et les soaps vont continuer à évoluer, d'ailleurs. Là, vous avez le personnage central des Feux de l'amour, Jane Cooper, Catherine Chancellor, qui va être dans la série entre 1973 et 2013. Elle s'est arrêtée parce qu'en 2013, elle est décédée. Donc, elle a fait sa vie dans la série. Enfin, elle a passé sa vie dans la série. De même qu'aujourd'hui, vous avez Catherine Kelly Lang dans Amour, gloire et beauté, qui est dans la série depuis 35 ans. Enfin, voilà. Suzanne Flannery, dans Amour, gloire et beauté, a passé plus de 30 ans dans la série. Donc, on verra si, dans Demain nous appartient, Ingrid Chauvin est toujours là dans 30 ans. En tout cas, le soap commence à évoluer dans les années 60, 70. Et notamment, on commence à essayer d'aller séduire un public plus jeune. Et donc, dans les années 60, on va lancer un soap qui, au départ, ressemble à peu près à celui-là. C'est une histoire de famille. La famille s'appelle Collins. Il leur arrive des choses très basiques, en vrai. Sauf que ça ne marche pas. Et donc, au bout de quelques épisodes, on se dit, on va insuffler du fantastique. Et donc, on va créer le personnage de Barnabas Collins, que vous connaissez évidemment avec le film de Tim Burton. Barnabas Collins, c'est l'aïeux qui trône sur le portrait dans la maison des Collins, à Collinswood, et qui en fait est un vampire. Et la série va complètement basculer dans ce registre-là, vampire, mort-vivant. C'est créé par Dan Curtis, et qui va faire de cette série un must de la télévision américaine. La série va revenir plusieurs fois, même en prime time, dans les années 90. Et puis, évidemment, on aura Tim Burton qui va en faire un personnage iconique interprété donc par Johnny Depp. En tout cas, voilà, on le voit, le soap change beaucoup. D'ailleurs, ça va servir un peu de référence Dark Shadows dans les années 90 à un autre soap qui sera diffusé sur TF1, très brièvement. Il s'appelait Passion, et où la méchante de la série, c'était une survivante des sorcières de Salem. Elle s'appelait Tabata, et elle avait à côté d'elle une petite poupée à qui elle avait donné vie, adepte de Martini. Et voilà, et ça va durer 10 ans. La série sera tellement populaire qu'on la citera même dans un épisode de The West Wing. C'est vous dire à quel point ça aura fonctionné. Dark Shadows, donc les épisodes, on les voit un peu partout, et c'est vrai que c'est une sacrée expérience. Mais il y a un feuilleton qui va tout changer, et qui va être lancé en 1963, et j'espère que lui, on va pouvoir le voir. C'est un soap qui a failli être annulé, donc on peut en parler, mais il fête ses 60 ans cette année. J'espère qu'on va la voir. Ça s'appelle General Hospital, Hôpital Central, Haine et Passion, selon si on l'a vu sur TF1. Et là, vous allez voir le clip promotionnel de General Hospital tel que lancé à la télévision dans les années 60. This is General Hospital, where every day a modern army fights one more battle in man's never-ending war against human suffering. Steve, you can involve yourself in this girl's life if you want to, but... Tried not to look shocked, but you were. You couldn't hide it. You were wrong about me, Angie. Was I? You trying to teach me a lesson or something? Doc. This is General Hospital, a powerful series bringing to daytime television the dramatic stories of those who offer comfort to the sick, but who find no immunity from personal heartache. A few of the interns are having a get-together tonight, and I thought I ought to be there. Oh. Just, doctors. What did you think, girls? Watch General Hospital every weekday on ABC. Et voilà donc
le clip promotionnel de General Hospital. Ça a pris un sacré coup de vieux. En tout cas, à l'époque, General Hospital faisait un peu figure de pionnier dans son domaine. D'abord parce que les tournages n'avaient plus lieu à New York en direct, filmé en direct, mais à Los Angeles avec des moyens de cinéma. Le projet est complètement indépendant puisqu'il n'appartient pas justement à un sponsor. Mais malgré donc c'est fondé sur la base d'un succès d'une série de médicale de prime time qui s'appelait Ben Casey, qui était diffusée au début des années 60, et il a la volonté de reproduire un peu ce modèle-là à la télévision. Donc, General Hospital, au début, ça ressemble un peu à ce qu'est aujourd'hui Grey's Anatomy, c'est-à-dire des histoires de soap médicale avec des histoires sentimentales qui s'entremêlent. Sauf qu'au bout de 15 ans d'existence, ça ferait rêver beaucoup de gens, mais la série manque d'être annulée. Et ABC va dire, faut faire ce que vous voulez, mais il faut sauver la série. Vous avez 6 mois pour sauver la série. Ils vont embaucher, alors on ne la verra pas, j'ai pas de bol décidément, ils vont embaucher une nouvelle dame, une dame importante, elle s'appelle Gloria Monty. C'est une des très grandes productrices de la télévision américaine. Elle va être chargée de transformer de fond en comble la série pour la sauver. Elle a juste 6 mois pour sauver cette série, et donc elle va tout changer. Fini les intrigues d'hôpital, en tout cas il y en aura toujours mais en toile de fond, et place à des super intrigues. Alors, on va mettre des chasses au trésor, des savants fous, on va créer un grand méchant, que vous allez voir là, qui s'appelle Mikos Kassidine, et dont le projet, c'est de congeler la Terre entière, et notamment la ville de Port Charles, dans laquelle se situe la série. Il va y avoir des intrigues complètement dingues, et surtout, ça va tellement marcher que ça va donner des idées à tous les autres soaps. Et ça, c'est évidemment extrêmement important. Dans l'extrait que vous allez donc voir Mikos Kassidine qui veut déclencher l'ordinateur fou qui doit congeler Port Charles. Il a face à lui un personnage de la série qui s'appelle Luke. Alors Luke, c'est un peu le bad boy de la série. Il n'est pas très aimé, et à juste titre, parce que quelques mois avant, il tombe amoureux d'une jeune femme qui s'appelle Laura. Et il décide, il va tout simplement, pendant une fête, la violer pour la forcer à coucher avec lui. Évidemment, ça ne plaît pas tellement au public, parce qu'il y a des vrais mouvements féministes dans le soap qui commencent à se développer depuis le début des années 70, notamment avec une grande créatrice qui s'appelle Agnès Nixon. Et en fait, ça ne va pas tellement leur plaire. Sauf qu'en fait, il va être celui qui va sauver Port Charles. Et donc, du coup, les auteurs vont un peu s'arranger avec la réalité. Et en fait, non, en fait, il ne l'a pas vraiment violée. C'était une manière d'être un peu séducteur, mais un peu poussé. Voilà. Autant vous dire que ça passerait plus du tout aujourd'hui. Et heureusement d'ailleurs, mais à l'époque, c'est passé. Et je vous dirais quelles ont été les conséquences juste derrière de ce sauvetage. Mais quand même, je ne résiste pas à l'idée de vous montrer Mikos Kassidine en action. Voilà Guiding Light, le générique, vous allez le voir. The soap that does everything in your washing machine. And Ivory Soap, the most famous soap in the world. And now, the Guiding Light, created by Erna Phillips. Donc, ce que je vous disais, le soap avec le sponsor au début, la bonne lessive qu'il vous faut, et on rappelle, alors c'est très minimaliste en termes de générique, mais la petite musique derrière, le compte à rebours qui vous dit on est dans le soap, on vient de regarder, et puis donc la musique qui arrive avec le rappel de la créatrice. Encore une fois, aujourd'hui, où en France on se bat beaucoup pour que les auteurs soient reconnus, dites-vous que toutes les semaines, quand vous aviez votre série qui était lancée, le nom de l'auteur était rappelé, ce qui est quand même est une belle marque de reconnaissance. Alors on va essayer de voir si cette fois-ci, donc voilà Gloria Monty qui va relancer la série et qui va faire des émules dans toute la télévision américaine et dans tout le soap. Et alors on y va, le voilà, Mikos Kassidine, qui a la bonne tête. Remarquez juste le sens du détail, la manière dont il appuie sur l'ordinateur pour lancer le compte à rebours fatidique. On se demande sur quoi il appuie. To the maximum limits. What are you doing? Punching out the code. For what? Instructions to the computer to put Port Charles into a total freeze. In 90 minutes, it will begin. Il va finir congelé, sans spoiler, il va finir congelé dans la machine qui est derrière. Mais ça va donner des idées à tous les autres soaps. Et Mikos Kassidine, il va apparaître que quelques mois dans General Hospital. Et pourtant, jusqu'en 2023, on en parle, puisqu'on lui découvre des enfants cachés, on lui découvre des héritiers potentiels.
En tout cas, Luc, là, il s'est racheté aux yeux de tout le monde, notamment auprès des habitants de Port-Charles. Donc, on veut plus le faire partir de la série. Donc, on réécrit. Donc, il n'a pas violé Laura. Il l'a un peu poussé pour de coucher avec. Et ça va débouler sur un événement majeur de la télévision américaine. C'est le mariage de Laura et de Luc. Il a lieu le 16 et le 17 novembre 1981 à la télévision américaine. À quelques jours près, c'est le moment où on découvre aussi sur CBS que JR n'a pas été tué et qu'il est à l'hôpital, le cliffhanger. Il y a eu une petite guest dans cet épisode, elle s'appelle Elizabeth Taylor. Elle est venue faire un guest. Et il faut savoir que chez ABC, ils ont reçu une caisse de champagne pour les féliciter de ce mariage. À votre avis, qui c'est qui l'a envoyé? Juste, quelqu'un sait qui l'a envoyé? Allez, un petit indice. Elle s'est mariée, elle aussi, la même année. C'est la princesse de Galles, Lady Diana, qui a envoyé une caisse de champagne pour féliciter le couple de s'être mariés. Ils étaient 32 millions de téléspectateurs aux États-Unis devant ce soap, devant cet épisode-là, qui devient évidemment un must. Et l'autre conséquence, apportée par Gloria Monty, c'est que désormais, à la télévision, dans les soaps, vous avez ce qu'on appelle les super couples. Ces super couples, c'est ces couples auxquels on s'attache dans le temps. Donc c'est Victor Newman et Nikki, c'est Ridge et Brooke, c'est Alex et Chloé. Voilà, ce sont tous ces personnages-là. Et eux, encore aujourd'hui, ils viennent, ils repartent. C'est Beau et Hope dans des jeux. Et ces super couples, on les voit partout. Et à la télévision américaine, on les voit aussi arriver, d'ailleurs en prime time. C'est JR et Sue Ellen. Ce sont tous ces personnages-là. Les super méchants, c'est pareil. Ils déboulent dans toutes les séries, pendant toutes les années 80-90. Et notamment dans Des jours et des vies, on voit apparaître, dès 1981, un personnage qui va devenir là aussi iconique. Il s'appelle Stefano Di Mera. Il est joué par un comédien qui s'appelle Joseph Mascolo, qui devait jouer d'ailleurs le rôle de Mikos Kassidine, et qui, lui, va quitter la série en 2016, mais comme Jane Cooper, en fait, parce que il est décédé. Et en fait, la dernière scène, c'est qu'il est dans une cellule, il a été arrêté. Et à la fin de l'épisode, on ne sait pas évidemment qu'il sera plus là. Il disparaît de la cellule, on ne le retrouve pas. Et voilà. Et après, on a appris la disparition du comédien. Et je crois même qu'il y a 1 ou 2 ans, ils l'ont fait revenir sur un nouveau visage avec une nouvelle personne pour jouer le personnage de Stefano Di Mera. En même temps, il s'appelle le Phénix dans la série, donc il fallait bien que ça marche. En tout cas, donc, vous l'avez vu, des super couples. On le retrouvera dans Les Feux de l'amour. Des super méchants. Et puis des intrigues complètement folles, et notamment du fantastique. Et là, je ne résiste pas à vous montrer, et j'espère qu'on va vraiment bien les voir. Tout le monde connaît peut-être Des jours et des vies. Dans les années 80, ils ont fait apparaître donc plein de personnages. Marlena, Roman, John Black, etc. Et dans les années 90, ils se sont dit, tiens, on va faire du fantastique. Et donc, ils se sont dit, oh non, je vous le fais découvrir. Elle s'appelle Marlena. Elle est arrivée en 1979 dans la série. Elle y est toujours. Et voilà ce qui lui arrive à Marlena. Carol, did you let her go? Oh, yes. Where is she? Oh, I'm right here. oh my God. Mike! Go get John. Now, go! Go! Mike! Et ouais, elle est possédée par le diable. Et il y a même une scène qui fait penser à l'Exorciste où elle est sur son lit et elle se soulève. Et alors, ils ont trouvé que c'était une super bonne idée. Donc, en 2021, rebelote, Marlena est à nouveau possédée par le diable. Et elle a à nouveau ce regard. Faut dire qu'elle, pardon, mais elle en a bavé dans la série. Vous allez le voir dans un instant. Elle a aussi été au centre d'une intrigue qui était absolument dingue au début des années 2000. Je vous tease, c'était le Salem Stalker, qui est arrivé en 2003 dans Des jours et des vies. C'est un bon plan pour les scénaristes. Vous verrez, le Salem Stalker, quand vous avez des comédiens qui sont un peu trop exigeants sur un tournage, vous allez voir l'idée qu'ils ont eue. Dans les années 90, pour vous donner un autre exemple de soap, on est sur TF1, c'est les fêtes de Noël, et on se dit, tiens, on va vous offrir un petit conte de Noël sympa, sauf qu'on est aussi à 6 mois de la sortie au cinéma de Scream.
Et donc, on emmène tous les personnages de Sunset Beach sur une petite île pour fêter Noël. Et il y a un tueur masqué qui débarque et qui les trucide tous. Et là, on va voir l'un des personnages centraux de la série. Il est là depuis 1 an, il s'appelle Mark. Il va mourir dans cette séquence-là. Mais il a juste le temps de retirer le masque. Et on va le voir. C'est Ben Evans, le héros de la série. Celui qui, depuis le début, est soupçonné d'avoir tué sa femme et qui se révèle être derrière le masque. Mark va le révéler, mais pas de bol, il va le révéler à la seule personne qui personne ne veut croire, c'est Tim, qui est le petit ami l'ex-petit ami de Meg, l'héroïne de la série, qui maintenant est avec Ben. Et en fait, personne ne va le croire. Ça va très mal se terminer, mais rassurez-vous, Ben n'est pas derrière le masque, c'est Derek, son frère jumeau, qui est caché derrière le masque et qui va d'ailleurs enfermer Ben dans une pièce secrète pendant qu'il couche avec Meg derrière la glace sans teint. Voilà, et d'ailleurs il va revenir, Derek, puisqu'il sera le père du fils de Ben. Enfin bon, c'est compliqué. Voilà, en tout cas, c'est ça va durer. Alors que des fois, on trouve les arches de Plus belle la vie ou de DNA un peu trop longues. Celle-là, elle va durer 6 mois. Entre le moment où le tueur arrive sur l'île et le moment où il tombe d'une falaise et on croit qu'il est mort et puis il n'est pas mort, quoi. Et enfin, je vous donnais les pistes donc, pour se débarrasser d'un casting un peu trop encombrant. Le Salem Stalker. Alors le Salem Stalker, moi je trouve qu'on n'aura pas fait mieux en termes d'intrigue. On est en 2003. Et les fans les auteurs de Des jours et des vies se disent tiens, on va renouveler un peu le cast de la série. Et donc on fait arriver un tueur en série qui dessoude tous les personnages principaux de Des jours et des vies. Ils y passent tous. Un flic est abattu, le grand méchant est mangé par un lion pendant un cirque. Enfin voilà, ils y passent tous. Sauf qu'entre-temps, le public, lui, on lui tue ses personnages centraux, dont la matriarche qui était dans la série depuis 1965. Autant vous dire que la voir mourir en train de faire sa prière dans une église, ça n'a pas plu vraiment aux spectateurs. Et donc, alors, avant que le rebondissement final arrive, on découvre quand même qui est le tueur. Et c'est Marlena. Évidemment, Marlena Evans, possédée par le diable, tueur en série, qui a tué tout le monde. Et donc, elle va être abattue par les forces de police. On va la mettre dans un cercueil et on va brûler le cercueil. Et Marlena va ouvrir les yeux et se réveiller sur une copie de Salem, donc la petite ville, dans une île des Caraïbes. Et on va découvrir en fait que tous ceux qu'on croyait morts depuis 6 mois ne l'étaient pas, qu'ils avaient été kidnappés et qu'on avait fait croire à Marlena Evans sous hypnose qu'elle avait tué tout le monde. Et ça a duré 12 mois d'intrigue. Parce que la particularité des intrigues des soaps américains par rapport aux soaps français, c'est que vous avez des grandes arches qui peuvent durer pendant très longtemps, et à l'intérieur, vous avez des petites arches qui rebondissent et qui vous permettent d'avancer. Donc là, on les découvre, le tueur, l'île, et puis quand l'île est détruite par un tsunami ou un tremblement de terre, y a un des personnages qui disparaît pendant 3 ans parce qu'on croit qu'il est mort, puis il revient, et puis il revient, etc. etc. Ce sont ces grandes arches-là. Les soaps fonctionnent très peu par arche. Et c'est ça qui fait aussi leur force, c'est que finalement, on vous laisse rentrer dedans en vous faisant répéter. Vous avez dû remarquer, les personnages dans les soaps américains, ils parlent souvent tout seuls. On entend souvent ce qui se passe dans leur tête. Ça, c'est pour permettre au spectateur qui rejoint le soap de comprendre tout ce qui se passe à l'intérieur, même s'il n'a pas suivi les 3484 épisodes qui sont venus juste avant. Parce que, et on va y revenir à notre exemple des Feux de l'amour, quand les Feux de l'amour arrivent sur TF1 en 89, il y a déjà 3800 épisodes à peu près qui existent aux États-Unis. Et donc, on essaye juste on ne relance pas depuis le début, forcément. Il n'y a que quelques soaps en France qui ont été diffusés intégralement. C'est Amour, gloire et beauté, c'est Sunset Beach, et c'est Amoureusement vôtre, qui passait le matin sur Antenne 2 et qui a duré quelques années et qui s'est arrêté. Donc, Les Feux de l'amour a été lancé, il arrive en France. C'est un vrai succès. Et dans le même temps, les Époubelles veulent lancer un spin-off de leur série qui quitte Genoa City, la petite ville qu'ils connaissaient, dans laquelle ils ont placé l'action des Feux de l'amour, et ils les transposent à Los Angeles, dans le domaine de la maison de couture, et ça devient Amour, gloire et beauté, qui est lancé, et qui reprend les mêmes codes, finalement, que les Feux de l'amour.
puisque tout à l'heure, je vous parlais de Catherine Chancellor. Elle va se faire voler son mari par une jeune femme plus jeune qui s'appelle Jill Foster. Le même schéma va être pris dans Amour, gloire et beauté. C'est Brooke avec Stéphanie Forrester. Évidemment, la méchante jeune qui pique le mari de la matriarche de la famille. Et puis la particularité, c'est la psychopathe, parce qu'il faut une psychopathe dans un bon soap. Elle s'appelle Sheila Carter, et l'avantage, c'est qu'elle passe des feux de l'amour à Amour, gloire et beauté, et elle y est en ce moment dans Amour, gloire et beauté tous les matins. Elle s'appelle Sheila Carter. Mais les soaps, c'est aussi l'endroit où on peut donner des thèmes de société. Tout à l'heure, je vous parlais du viol de Laura, qui n'est pas très bien passé à la télévision américaine. Une dame comme Agnès Nixon, dont je vous parlais, elle a initié vraiment des soaps très militants, notamment sur le droit à l'avortement aux États-Unis. Et avec un personnage phare qui s'appelle Erika Kane, elle va mettre en place vraiment des thématiques pour que ces personnages assument le fait de se faire avorter. Parce que souvent dans les soaps, je ne sais pas si vous avez remarqué, les femmes qui ne veulent pas de leur bébé, en règle générale, elles finissent par tomber dans l'escalier et par le perdre, ou finalement elles décident de le garder. Ça, c'est quand même quelque chose qui revient extrêmement rapidement. Et donc, il y a beaucoup de thèmes de société. General Hospital va en mettre en place beaucoup. Ça va être le premier soap à parler de sida. Dans les années 90, on va avoir des personnages atteints par le sida et qui vont en mourir. Et notamment, dans Amour, gloire et beauté, ils vont mettre en place une arche que moi j'ai trouvée vraiment très très belle et très réussie. Ils vont introduire un personnage qui arrive dans la maison de couture des Forrester. Elle s'appelle Maya, qui est une belle jeune femme qui arrive, qui est le nouveau modèle des créations Forrester et qui va sortir avec le fils de Brooke et de Eric Forrester. Ça va devenir le nouveau super couple de la série. Et puis un jour, la sœur de Maya débarque à Los Angeles et elle confronte sa sœur en lui disant « Je comprends pas pourquoi nos parents ne voulaient pas me parler de toi depuis que je suis toute petite. Il y a un truc, j'ai enquêté et je connais maintenant le secret, ton secret. » Et elle va lui révéler. Alors j'espère que le son sera bon, sinon je vous le redirai parce que je crois que je le connais un peu par cœur. I've done research, and I know why our parents kept it a secret. What secret? You're not my sister, Maya. You're not Maya at all. You're Myron. You're my brother. Tu n'es pas mon frère, tu n'es pas ma sœur Maya, tu es Myron, tu es mon frère. Et donc d'un seul coup, le super couple mixte, en plus, qui est très rare dans les soaps, devient un couple transgenre, avec donc cette héroïne qui sera développée tout au long de la série et qui finira d'ailleurs par épouser Rick Forrester et devoir se battre contre ses parents qui évidemment ne l'acceptent pas telle qu'elle est. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, le soap se développe, les thèmes de société arrivent, c'est un genre qui est rentable, et donc ce genre que la prime time regardait avec mépris commence à se dire, il y a quelque chose à faire avec le soap, il faut qu'on s'en serve. Donc il faut qu'on aille utiliser ces intrigues, le fait que les personnages aient de la mémoire, le fait que les personnages évoluent, le fait que toutes ces choses-là progressent au fil du temps, et donc ça va insuffler. Alors dans les années 60, il y a des soaps qui ont des spin-offs en prime time. C'est Another World qui arrive en prime time avec un spin-off, ça va pas durer très longtemps. Il y aura un feuilleton qui arrivera aussi, qui s'appelle Peyton Place, qui arrivera 2 fois par semaine en prime time. Là encore, ça va durer quelques années et ça va pas très bien marcher. Et puis dans les années 70, il y a un monsieur qui arrive et qui veut lancer un nouveau soap. Il se dit, moi j'aimerais bien créer un soap autour de plusieurs familles dans un petit quartier américain en forme de cul-de-sac. Enfin voilà, quelque chose comme ça, où on ira différentes classes de société, différentes facettes du couple. Et puis chez CBS, on lui dit, c'est bien, mais c'est pas très vendeur. C'est pas très alléchant. Il faut dire qu'on a l'exemple des soaps où c'est toujours des gens très riches. Et on lui dit, il faut insuffler un peu plus de glamour. Et donc ce monsieur, il met son projet de côté et il crée un autre feuilleton qui s'appelle Dallas, qui arrive en 1978 sur CBS, et qui est la transposition en prime time des soaps de journée, c'est-à-dire du romanesque, des cliffhangers, des arches qui s'écoulent sur plusieurs épisodes. Et puis, comme Dallas fonctionne bien, il ressort son concept, il en fait une série dérivée. En 1979, c'est Côte Ouest, ça s'appelle Knots Landing, et ça reprend le principe du soap, c'est que ce sont les femmes qui sont mises en avant, ce sont les femmes qui sont les héroïnes. On peut le voir un peu comme l'ancêtre
de Desperate Housewives, mais les femmes sont mises en avant dans ces séries-là. C'est, je trouve, l'une des meilleures du genre et aussi dans les années 80, une des meilleures séries. Il y a vraiment des arches qui sont absolument fantastiques. Donc avec ces 3 héroïnes-là, et notamment je vous conseille un épisode qui est formidable, qui est le 200e épisode, où l'un des personnages de la série historique disparaît. Elle laisse un témoignage sur une vidéocassette à ses amis, et en fait tous ceux qui sont autour vont improviser un peu leur réaction face à ce drame qui leur arrive. Et puis donc les soaps se mettent en place. On aura Dynasty, on aura Falcon Crest, on aura Flamingo Road, on en aura plein. Et bien surtout, les autres créateurs de séries se disent il y a matière à faire quelque chose avec ça. Et donc, de la série médicale soap, on arrive au soap en prime time, et ça se découle dans les séries policières. Et notamment, il y a quelqu'un qui est extrêmement important pour toute la télévision encore aujourd'hui. C'est Steven Bochco. C'est le créateur d'Hill Street Blues, qui va reprendre tous les codes du soap et le transférer dans la série policière. Et Steven Bochco va créer la première série policière moderne telle qu'on a envie de les voir encore aujourd'hui. Il va créer aussi, évidemment, la loi de Los Angeles derrière dans les années 80. Et ça va évidemment donner des ailes à cette fiction de prime time qui, désormais, se scinde dans les années 80 en 2 catégories. D'abord, d'un côté, vous avez les séries très popcorn, comme on voit en France sur la 5, avec encore ces épisodes bouclés. Et puis, cette télévision-là, différente, qui se met en route avec des épisodes feuilletonnants. Eh bien, ça, c'est totalement l'héritage du soap tel qu'on le connaît aux États-Unis, qui était un genre méprisé depuis quasiment 60 ans et qui retrouve ses lettres de noblesse, sauf chez nous, évidemment, parce que chez nous, on va mettre un peu plus de temps qu'ailleurs pour s'en rendre compte. Mais en attendant, le succès de Santa Barbara, le succès des Feux de l'amour dès 1989 va donner des idées. Et donc, en 1992, on va voir arriver Riviera, sur TF1, il y aura Jean Manson, la chanteuse, qui sera dedans. Là, c'est Xavier Deluc, de Section de Recherche et de Demain nous appartient. C'est Christiane Jean, qui était l'héroïne des Filles d'à côté dans les années 90, et qui va arriver. Et puis dedans, il y aura aussi, donc je vous le disais, Bradley Cole, des Filles d'à côté, qui y sera aussi. Ça va pas très bien marcher, ça va surtout être diffusé vers 5h du matin sur TF1, mais ça va donner des idées. Et en 1998, France 2 va lancer un nouveau soap avec notamment Mélanie Maudran. Ça s'appelle Cap des Pins. La particularité, c'est que les extérieurs sont tournés en région parisienne en faisant croire qu'on est en Bretagne. Mais voilà, et on a dedans une grande dame de télévision qui s'appelle Claude Jade, qui était l'héroïne de l'île aux 30 cercueils, qui sera dans cette série. Ça va être très mal diffusé sur France Télévisions. Ça va mettre un peu du plomb dans l'aile au soap jusqu'à 2004. Et l'arrivée en France de Plus belle la vie. Là, ça va être un vrai carton. Il y aura plein de tentatives de réitérer le genre du soap. Vous aurez Seconde Chance sur TF1, Pas de secret entre nous sur M6, 5 sœurs sur France 2. Il n'y en a aucun qui va vraiment fonctionner. Et pendant ce temps-là, aux États-Unis, le soap traverse une grande crise, puisque la plupart des soaps vont être annulés à la télévision américaine, faute d'audience. Et il n'en reste aujourd'hui plus que 4. Il reste General Hospital, Les Feux de l'amour, Des jours et des vies, qui vient d'être renouvelé jusqu'à son 60e anniversaire, et Amour, gloire et beauté. 3 de ces soaps, sont des soaps qui s'exportent dans le monde entier. Et ça, c'est peut-être évidemment la recette du genre pour pouvoir perdurer, c'est d'avoir des financements à l'international. Mais ce qu'on a vu avec Des jours et des vies, et que certains aimeraient voir avec Plus belle la vie, c'est qu'il y a peut-être une fenêtre de tir avec les plateformes, puisque depuis septembre, Des jours et des vies a été racheté par une plateforme, c'est Peacock, qui est la plateforme de NBC, d'Universal, et qui est tellement contente des audiences que la série est renouvelée jusqu'à son 60e anniversaire en 2025. Donc elle pourra célébrer cette aventure-là. Et ce qu'on remarque, c'est qu'à chaque fois, le soap, c'est le meilleur moyen de fidéliser sur un médium. Quand la radio doit se développer dans les années 30, on utilise le soap pour fidéliser le public. Quand la télévision arrive dans les années 50, on utilise le soap pour fidéliser le public. Et maintenant, c'est les plateformes qui peuvent être un moyen pour pouvoir le fidéliser. On l'a vu avec le soap australien Neighbours aussi, qui a été racheté par un soap, par une plateforme, et qui sera relancé normalement cet été. Donc le soap, c'est le meilleur moyen et certainement le plus digne représentant de la télévision, parce que c'est celui qui fidélise au long cours
le spectateur face à son médium. Et c'est quelque chose, évidemment, de très important. Et pour faire le penchant et le prolongement avec la rencontre qui va arriver après, évidemment, il y a un genre et des séries qui sont arrivées à la télévision dans les années 90, qu'on a un peu trop vite calquées pour être des sitcoms, et qui, à mon avis, pour la plupart, n'en étaient pas. C'était les séries AB. Les séries AB ressemblaient à des sitcoms parce qu'on y avait mis des rires enregistrés, mais c'est vrai que la plupart étaient vraiment des soaps, notamment la saga Hélène et les garçons, qui ressemblait vraiment pas du tout à une sitcom et qui était plutôt un soap. Et je vous ai pris une photo, alors j'espère qu'on la voit bien. C'est issu du un des derniers épisodes des Vacances de l'amour. C'est le 159e épisode. Alors je vous le fais rétrospectivement. Le personnage de Jeanne, donc interprété par Isabelle Bouis, disparaît dans un crash d'avion. On pense qu'elle est morte. Elle revient sur l'île des Caraïbes, mais sauf qu'elle est brûlée vive. Donc il faut qu'elle se cache derrière un masque. Donc vous la voyez là, elle revient. Elle ressemble un peu à Dark Vador Elle essaye de se rapprocher évidemment de son grand amour Nicolas. Et là, c'est vraiment l'archétype. Tout à l'heure, vous voyez dans le clip de General Hospital, vous voyez ces espèces de gros bandages autour des personnages défigurés. Ça, c'est l'archétype du soap. C'est d'aller dans l'outrance pour fédérer le spectateur. Et ça, on l'aura jusque dans les mystères de l'amour, encore aujourd'hui, où ils en sont, je le rappelle, on verra peut-être avec eux dans un instant, ils en sont à 800 épisodes de 52 minutes tournés en 10 ans. Voilà, c'est quasiment un rythme industriel de soap. Et je voulais finir évidemment sur ce genre-là pour finir avec la rencontre qui va arriver derrière avec les mystères de l'amour. Tout ça pour dire que, voilà, sous ces airs de choses un peu vite faites, évidemment, un soap, ça coûte moins d'argent qu'une série de prime time, mais ne jamais oublier que c'est un terrain d'expérimentation pour les auteurs, pour les acteurs, dans lequel on peut s'amuser avec des intrigues qui sont, certes, qui paraissent complètement démentielles, qu'on n'oserait pas en prime time, sinon, honnêtement, les auteurs, on se moquerait d'eux, qu'on peut oser en access ou en journée. Les Feux de l'amour, je vous le rappelle, c'est diffusé à 12h30 aux États-Unis, donc c'est un tout autre public. Voilà, en tout cas, ne jamais oublier que c'est un genre qui est prépondérant et que sans les soaps, eh bien, il n'y aurait peut-être pas les séries telles qu'on les connaît aujourd'hui à la télévision française, américaine, et que ça a donné lieu à plein de genres dans le monde entier. Le telenovela en Amérique du Sud, le soap en Angleterre qui se porte bien depuis 60 ans maintenant, notamment Coronation Street. Donc voilà, c'est un genre extrêmement important. Combien osent dire maintenant qu'ils regardent des soaps français, américains, des telenovelas? Et combien n'osent pas le dire mais le disent? Voilà. Allez, dites-le vraiment. Personne? Oui, bah oui. Je suis sûr qu'il y en a un paquet qui mentent. C'est pas, je ne le crois pas. Ouais. En tout cas, voilà. Je ne sais pas quel est votre soap préféré, je ne sais pas ce que vous aimez, mais en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit, les soaps se portent très bien en France. C'est un genre qui, parfois, fonctionne même mieux que des séries de prime time. C'est un genre qui a une grande importance à la télévision française. Et on espère, en tout cas, que ce genre puisse perdurer encore pendant de longues années. Je rappelle que General Hospital, c'est 60 ans. Des jours et des vies, c'est 60 ans. Les Feux de l'amour, c'est 50 ans. Et Amour, gloire et beauté, on approche du 40e anniversaire. Ce sera en 2027, pardon. Par contre, ce que ça vous montre, c'est que le plus jeune soap lancé à la télévision américaine date de 1988. Il est encore diffusé. Et que c'est peut-être ça la clé, c'est que dans une télé qui va toujours beaucoup plus vite, fidéliser un public face à quarantaine de personnages, ça demande du temps. Et aujourd'hui, la télévision est peut-être pas prête à le donner, mais voilà, il faut donner cette chance au produit, en tout cas, pour que ça puisse perdurer. C'est un vrai genre noble à part entière, et c'était le but qu'on voulait mettre en avant dans cette conférence pendant 1 heure. On va faire une petite pause dans un instant. On va évidemment rencontrer l'équipe donc de ce soap qui dure depuis 10 ans, qui a déjà de nombreux fans qui attendent pour les rencontrer, qui est les Mystères de l'amour. On va juste débarrasser un petit peu la scène, les accueillir dans 10 minutes. Vous avez plus que 10 minutes à attendre pour les fans des Mystères de l'amour. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous pendant 1 heure. Merci beaucoup.